Bienvenue dans BET Buzz, l'émission People et Lifestyle indispensable. Dans un instant, sur notre plateau, avec Rafale, on reçoit Maryse Evangépé, ancienne sportive de haut niveau, reconvertie dans le journalisme, qui vient de publier la biographie d'un autre sportif mythique, Jesse Owens. Sac et pochette, l'afro se décline avec succès en accessoires. On vous dit tout dans la rubrique Style. Notre humoriste Franck Bourman nous dira de quelle humeur il est aujourd'hui. Mais avant tout ça, on débute tout de suite avec notre hot news. Katy Perry, comme Kim Kardashian avant elle, accusée d'appropriation culturelle. Bienvenue encore dans BET Buzz. Bonjour Rafale. Ça va Rokhaya? Ça va très bien. Je sais que tu as une hot news pour nous, c'est Katy Perry qui est dans l'œil du vortex. Ah bah alors finalement je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien puisqu'on va dire du mal de Katy Perry, cette pauvre Katy Perry, star de la pop, qui a posté cette photo. Cette photo qui fait polémique, je dois le dire. Notre chère Katy en blonde peroxydée, il y a quelque chose comme ça qui te choque au premier abord? Les tresses? Oui, elles sont très mignonnes ces tresses. Ouais. Effectivement, des Américains sur Twitter ont pointé cette légende qu'elle a elle-même écrite, évidemment, Katy Kardashian, soit un hommage à l'un des looks les plus reconnaissables de Kim Kardashian, qui il y a encore quelques mois arborait aussi ses maintenant célèbres nattes. Qu'est-ce que c'est le souci? Bah oui, il y a un souci quand même au fait de créditer Kim Kardashian de cette coiffure. Non? Alors oui, le souci en tout cas, c'est pas qu'elle soit pote avec Kim Kardashian, ça, non, elle a le droit. Chacun a ses problèmes, évidemment. Par contre, qu'elle rende hommage à une coiffure en l'associant aux filles Kardashian, sous-entendant que ces dernières en ont la propriété et le brevet d'invention, évidemment, ça pose question parce que cette coiffure, ok, tu le sais aussi bien que moi, elle vient d'Afrique et des Caraïbes, elle fait partie intégrante de leurs héritages culturels et elle ne s'appelle pas la double tresse, ni les boxer braids, mais bien les cornrows ou les nattes couchées, des tresses portées par des peuples africains depuis des siècles et dont l'histoire aux États-Unis est liée évidemment à celle de l'esclavage. Et on sait aussi maintenant que les esclaves portaient cette coiffure pour affirmer leur culture, mais aussi parce que c'était plus pratique pour eux pour bosser dans les plantations. Et du coup, la twittosphère s'est complètement acharnée. Bah oui, on va voir là en illustration quelques tweets bien sentis contre Katy Perry et Kim Kardashian. Et justement, à l'époque de l'affaire, Kim K, une écrivaine et activiste afroféministe du nom de Miss Roots, avait écrit cette petite punchline. Et pendant que des Kim Kardashian vont vendre des tutoriels sur les tresses de Kim Kardashian, je la cite évidemment, c'est juste assister à la capitalisation de nos cultures en faveur des dominants. Il n'est pas question d'échange culturel quand ce sont toujours les mêmes populations minorisées qui sont grimées, caricaturées, imitées ou exploitées. Bah oui, c'est bien ça le problème, hein. C'est l'exploitation finalement de la création d'autres cultures sans finalement jamais leur accorder le crédit qui leur revient. Ah bah voilà, Rokhaya qui est d'humeur militante et créditrice. Hein. je dis ça tout simplement parce que maintenant il est l'heure de regarder la chronique de notre humoriste maison Franck Bourman, qui d'ailleurs est actuellement sur scène à Paris. Hein. Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à aller le voir de notre part, c'est très très gaulerie. De quelle humeur es-tu Franck Bourman? Vous le découvrez maintenant. Salut les potes. Il est 3 h du matin et je suis d'humeur paternelle. Parce que mon gosse, il veut pas dormir. Ça fait 48 heures. Pourtant, j'ai tout essayé. Ah ben les biberons, les chansons, le Lexomil, tout. Ah, il veut pas, hein. Ah non. Moi, je me rappelle quand ma femme m'a dit qu'elle était enceinte. Putain, j'étais tellement heureux. Maintenant, ça fait 1 mois qu'il est là, j'ai déjà envie de le rendre. D'ailleurs, j'ai été à la maternité, tu sais, pour leur demander les modalités de reprise. Ils m'ont dit que c'était ni repris ni échange, rien. D'ailleurs, elle a même appelé les flics, l'autre. Parce que, soi-disant, j'avais laissé l'enfant dans l'ascenseur. Attends, j'ai oublié. On n'a plus le droit d'être distrait. Attends, je comprends, tu vois, les gens, quand ils te disaient « Oh, félicitations, hein, par contre, bon courage. Hein. » Oh là 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 là, te vomis pas dessus, putain, on vient de te changer le pyjama. Oh, t'es bien le fils de ta mère, toi. Mais au moins ta mère, elle a une excuse. Parce qu'elle, ça lui arrive seulement quand elle est bourrée. Mais toi, c'est quoi ton excuse? En plus, tu sais quoi? C'est pas le pire. Parce que l'autre, quand il est pas content, eh ben il lâche des caisses. Et alors là, mon gars, putain, ça pue. Mais ça pue, mais c'est même pas humain. Eh, le gosse, il boit que du lait. Putain, je sais pas ce qu'il y a dans ce foutu lait. Mais alors, c'est pas possible. Hein. Même moi, avec un repas de fête, je suis pas à ce stade-là. Eh, les mecs, si vous avez un conseil ou bien un médicament à me donner,
N'hésitez pas, je suis preneur. Hein. Attends, excuse-moi. Oh putain, il faut le changer. Tu vois, c'est là que l'humeur paternelle s'arrête et que commence l'humeur maternelle. Bon allez, à la semaine prochaine. Salut les potes. Eh chérie, ton fils vient de se laisser aller. Bah, la semaine prochaine, Franck Bourban. Bon courage à toi, en tout cas. Bon courage, camarade, il est sur scène actuellement. Et bon courage à la maman. Et bon courage à la maman. Bravo. Bah, justement, on va peut-être lui conseiller quelques accessoires à la maman. La rubrique style, c'est maintenant. Aujourd'hui, dans la rubrique style, Rokhaya, il est question d'accessoires. Et oui, les accessoires, vos meilleurs amis pour déambuler avec style, eh bien, ils sont désormais disponibles dans des versions d'inspiration africaine. Je vois des paniers, des pochettes pour mettre sa tablette, ce genre de petits trucs un peu à la cool. Plusieurs marques. Une première, Queen Création, Malika Bahadi. Malika, ça signifie reine en arabe, ouais, c'est beau. D'où le Queen. Elle a décidé de créer les accessoires et a pris contact avec les artisans pour la confection. Alors, pour sa première collection de pochettes, elle a choisi le thème berbère de l'Atlas. Pourquoi ? C'est ça, ces petits détails là. Absolument, on voit vraiment, ça rappelle l'Afrique du Nord parce qu'elle est elle-même originaire du sud du Maroc et elle a souhaité promouvoir les couleurs de la région. Ce qui est génial, c'est qu'elle organise carrément chez elle des petites présentations autour d'un thé à la menthe délicieux. Ah, délire un peu réunion Tupperware, c'est ça ? Voilà, pour découvrir les accessoires qui sont ici, de ce côté-là de la table. Et elle se diversifie désormais en créant des lacets ou encore des châles. Je veux absolument qu'elle vienne chez moi pour faire ces petites présentations, c'est ouais, cool. Autour d'un thé, c'est le thé qui t'intéresse. C'est le thé qui m'intéresse, le thé, les gâteaux, et tout ce qui va... Voilà, t'as compris. Une autre marque alors, Rokhaya ? Qui s'appelle Meno, c'est l'histoire de Claudia et d'Andria Nina, qui sont deux amies d'enfance passionnées de mode. Elles ont créé une marque inspirée de ce qu'elles appellent l'âme africaine, sa culture. Elles veulent mettre en avant ses couleurs tout en y apportant des touches contemporaines. Elles sont nées et ont grandi sur le continent africain et souhaitent donc mettre en avant le savoir-faire local. Qu'est-ce qu'on a ? On a ce panier, non ? On a ce panier, par exemple, la pochette qui est un petit peu plus loin. Alors, on a cette petite pochette. Alors, sa pochette, je la prends elle est top pour la montrer aux copains, regarde. Voilà. Et tu peux glisser ta main pour la voilà, porter. Un peu genre point américain. Tout est fabriqué artisanalement au Maroc et en RDC. Il y en a pour tous les goûts. Urban chic, élégance du soir, décontracté. Regarde, tu peux mettre ton portable dans le panier, c'est cool. Absolument. Allez, une dernière marque, Roch ? Une dernière qui s'appelle Sawa Ethnique. Alors, derrière Sawa Ethnique se cache une autre histoire d'une amitié de 15 ans. Celle de Assitan, Brandley et Linda, qui sont également férus de mode. Ça te va très très bien, Rafale. C'est pas coordonné, mais c'est pas mal. Sawa, ça signifie faire le bien, la joie, en bambara, qui est une langue d'Afrique de l'Ouest. Leur but, c'est de promouvoir le savoir-faire et le travail artisanal. Il s'agit d'explorer leurs racines à travers les tissus et de revisiter les matières authentiques et traditionnelles en les modernisant à travers leur gamme de maroquinerie. En travaillant avec des associations, des coopératives, elles souhaitent garantir un échange économique juste et qui respecte à la fois les artisans et aussi le cycle naturel des matières. Et ce qui est très cool, c'est que tout ça, en plus, est plutôt accessible c'est pour accessible, le porte-monnaie. On peut aller sur les réseaux sociaux aussi pour découvrir l'étendue de toutes les collections. Ah, du style, ma chère Rokhaya. Voici une invitée qui en est le synonyme. C'est une de nos grandes championnes. Elle vient de sortir un bouquin passionnant sur un autre champion, Jesse Owens. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, merci d'accueillir Maryse Evangépé. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Maryse ? Hello, hello. Bienvenue. Ah bah, ravi. Bonjour. Sur le plateau de Big Ravi Buzz. également. Et tu vas nous présenter ton livre sur Jesse Owens tout de suite après la pause. Aujourd'hui, nous recevons une passionnée de sport, Maryse Evangépé. Sportive de haut niveau, elle a été championne de France et record woman de saut en hauteur. Après des études de journalisme aux États-Unis qu'elle a poursuivies en France, elle est devenue une voix incontournable du commentaire sportif sur la radio RMC et un visage familier des spectateurs de Canal+ Afrique et de SFR Sport. La voici parmi nous pour nous présenter un très beau livre consacré à un sportif de légende. C'est l'invité de la semaine.
Bonjour Maryse. Bonjour. Comment ça Merci va? d'être parmi nous. Super bien, ça me fait très plaisir d'être là. Championne qui est là, Ouais, face de nous, Rokhaya. On est hyper fiers. C'est trop classe. Alors, tu viens nous présenter ce livre qui s'appelle Jessie, la fabuleuse histoire de Jesse Owens. Donc, tu viens nous présenter sa biographie très très bien documentée. Est-ce que tu peux présenter cet homme de légende aux spectateurs et nous expliquer ce qu'il a fait de si fabuleux? Combien de temps? Tu as 1h30 jusqu'à demain matin. Est-ce que je peux vous le présenter? C'est Jesse Owens, c'était un gamin pauvre né dans l'Alabama à l'époque où on va dire, les Noirs et les Blancs cohabitaient bien mal. En tout cas, les Noirs étaient là plutôt en tant que métayers pour travailler les terres. Et il était le petit-fils d'un esclave. Son grand-père était esclave encore. Son papa ne l'était pas, mais avait un rapport avec les hommes blancs qui était très particulier, puisqu'il ne les regardait jamais dans les yeux et il ne savait pas lire, parce qu'on était encore dans cette logique de l'époque où ouvrir un livre était interdit aux Noirs. Et puis, c'est un gamin qui ne se déplaçait qu'en courant, qui adorait courir, comme son papa d'ailleurs, qui courait comme le vent d'ailleurs très très vite. Et puis, dans les années 30, il y a eu la Grande Dépression aux États-Unis, qui a fait que une très grosse partie, d'ailleurs des centaines de milliers d'Afro-Américains sont partis et ont quitté les terres à l'époque riches de l'Alabama et de toutes ces régions où il y avait des rizières pour aller du côté du nord, où on annonçait la nouvelle, le développement industriel, notamment du côté de Cleveland, qui est passé très rapidement de 30 000 habitants à plus de 800 000 habitants, et où il y avait énormément de métèques, entre guillemets. Ça, c'est très à la mode aux États-Unis, ça. Voilà. Où il y avait énormément de Noirs, mais aussi des Polonais, des Italiens, et donc ils se sont retrouvés dans ce quartier métèque, entre guillemets, où il a fait énormément de connaissances, d'ailleurs beaucoup d'amis, dont notamment une autre très grande championne polonaise et américaine dont on parle dans le livre, parce que je parle de plein de choses dans ce livre. Et dans cette ville de Cleveland, Jesse Owens va rencontrer son mentor, qui est un prof de mathématiques qui le regarde toujours par-dessus le mur de l'école, ce qui sépare le collège et l'école, et qui voit ce gamin qui court dans tous les sens, qui est très maigre, qui est très chétif, parce qu'il a été élevé comme ses 11 frères et sœurs avec des moyens très très modestes, et il a souffert de la faim, il a eu aussi énormément de problèmes physiques. Il avait des furoncles qui poussaient régulièrement sur le corps avec des températures très fortes, et sa maman l'opérait au couteau de cuisine parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens d'aller chez le médecin. Mais qui déjà semble très rapide, des prédispositions à la course. En fait, oui. Et puis, il est très résistant. C'est-à-dire qu'il déjà, il résiste à la mort à plusieurs reprises. Et Charles Riley, donc ce vieux professeur blanc de mathématiques, le repère un jour et va le voir et lui dit, dis donc, ça te dirait au collège de faire de l'athlétisme? Bon, déjà, c'est la première fois qu'un blanc lui parle, j'allais dire, d'égal à égal. Et puis, il est un peu intimidé. Il lui dit, je peux pas parce que pour aider ma famille, comme tous mes frères et sœurs, j'ai des petits boulots. Donc, il livre les journaux à 4 h du matin. Après, il fait d'autres petits boulots. Il va aussi cirer les chaussures le soir après l'école. Et donc, le vieil homme lui dit, écoute, c'est pas grave, tu viens avant la classe, tu viens le matin dès que tu as fini de livrer tes journaux et je vais t'entraîner. Et il fait ça pendant des années. Et c'est le premier homme qui va lui donner une chance et qui va peaufiner cet athlète incroyable. Il ne fait pas d'ailleurs que l'entraîner, il lui amène aussi à manger, souvent le midi aussi, ou après les cours, il le ramène chez Ma Riley et il a un petit repas supplémentaire et il transforme petit à petit ce jeune homme tout maigre en super machine à gagner, magnifique, de 1,78 m, chaussant du 39 même, petit pied, et avec une foulée absolument extraordinaire. Et c'est comme ça que commence l'histoire de ce grand champion qui va rentrer dans l'histoire. C'est un livre très fouillé. D'ailleurs, à peine l'introduction, on a déjà envie de s'y plonger. Je dis combien de temps j'avais, parce que tu vois... Et quand je t'ai dit jusqu'à demain matin, tu m'as pris très au sérieux, en fait. Mais il a quand même un acte marquant au JO de 36 que tu vas peut-être rappeler en une phrase pour qu'on situe vraiment bien le personnage. Oui, parce que Jesse Owens, en fait, on le connaît pour 2 années. On ne le connaît pas pour son enfance, ni pour ce qui s'est passé après les Jeux. On le connaît pour 1935 et 1936. 1935 parce qu'une après-midi du mois de mai à Pearl Harbor, il va battre 6 records du monde en une après-midi. Donc là, tout d'un coup, il devient une superstar. Et l'année suivante, bien sûr, il est attendu aux Jeux de Berlin, donc les Jeux d'Hitler, les Jeux nazis, comme étant l'homme à battre, à double titre, parce que les Allemands ont fait leur propagande sur le fait que les Noirs n'étaient pas des sportifs et qu'ils étaient facilement battables et que de toute façon, seule la Grande Allemagne, d'une façon générale, était capable de gagner. Et devant Hitler et devant cette Allemagne nazie, il va remporter 4 médailles d'or sur le 100 mètres, le 200 mètres, le 100 longueur et le 4 x 100 mètres.
Ça, c'était il y a plus de 80 ans, on peut le Absolument. dire. Il a fêté vraiment... le 80e anniversaire l'an passé en même temps que les Jeux de Rio. Il a vraiment brisé cette espèce de plafond de verre concernant les sportifs. Aujourd'hui, des sportifs qui s'engagent, on a l'impression que c'est assez rare. Il y a Colin Kaepernick aux États-Unis. Ici, à part Lilian Thuram, toi, Maryse, on n'entend pas beaucoup de voix s'élever. Est-ce que c'est le rôle des sportifs de prendre position? Alors, déjà, si on parle de Jesse, il ne s'est jamais engagé sur quoi que ce soit. Hein. Il a même été assez critiqué là-dessus. Et il avait été mis d'ailleurs au banc à un moment donné de la classe afro-américaine parce que justement, il n'était pas suffisamment engagé. On le traitait de nègre blanc. Il ne va pas descendre dans la rue. Il ne va pas être aux côtés des Afro-Américains qui vont s'élever du côté de Mexico en 1968 contre l'oppression, entre guillemets, blanche. Donc justement, on lui reproche ça. Sa performance n'a pas suffi pour la communauté. Sa performance suffira plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un homme qui ne s'appartient pas, qui ne comprend pas ce qu'il représente. Et c'est un homme surtout qui garde une humilité qui est presque servile. C'est-à-dire qu'on lui a toujours appris que de toute façon, avec un sourire et des résultats, il arriverait, il réussirait dans la vie. Et il se rend compte au fil de sa vie et assez tardivement finalement, dans les années 70, que être charmant, sourire, être respectueux, être toujours à la disposition des gens et même courir le plus vite du monde, ça ne suffit pas pour réussir parce qu'il va aller d'échec en échec après les Jeux Olympiques de 36 où il est mis très rapidement de côté puisqu'il est suspendu par la Fédération américaine d'athlétisme parce qu'il a refusé d'aller faire une tournée très lucrative, pas pour lui, mais pour la Fédération. Il a refusé de continuer cette tournée parce qu'il était crevé. Et il est tout simplement viré de l'équipe des États-Unis à vie. C'est-à-dire que ce héros, cet homme qui a gagné 4 médailles d'or, on le vire quand même malpropre. Il ne sera jamais reçu à la Maison-Blanche alors que les autres médailles olympiques sont reçues. Et tout d'un coup, il reçoit sa différence dans la figure et il la recevra jusqu'à la fin de ses jours sans trop comprendre, d'ailleurs. Parce qu'il reste persuadé, presque jusqu'à la fin de ses jours, que... il peut changer le monde en allant vite. Et c'est vraiment après les événements des années 60 et 70, après Rosa Parks, après Malcolm X, après l'assassinat de Martin Luther King, après John Carlos et Tommy Smith aux Jeux Olympiques, que finalement, il réalise que c'est pas si simple que ça. Il écrit même un livre, d'ailleurs, pour s'excuser auprès des Afro-Américains. Et il fait un chapitre pour chacun d'entre eux pour s'excuser en disant « Je n'ai pas compris et vous avez eu raison de prendre les armes ». Donc c'est vraiment un parcours extrêmement riche qu'il vit. Une figure de l'olympisme, Jesse, tout est raconté dans ce bouquin, plein d'anecdotes évidemment, mais nous on a belles archives. On a d'autres anecdotes à vous proposer dans notre quiz un petit peu spécial, un quiz spécial olympisme qu'on soumet à Maryse. Oula, c'est le quiz de BET Buzz, à tout de suite. Et dans le quiz d'aujourd'hui, des briseurs de tabous dans l'olympisme, on va te soumettre quelques photos, Maryse Evangépé. À toi de nous faire les légendes, tout simplement. On commence avec la première photo. Première photo. On va essayer. Hein. Oh bah ça, c'est Mohamed Ali, de son ancien nom d'esclave, comme il le disait Cassius Clay. Mohamed Ali, qui va être champion olympique en 1960 ou 64 60. Et qui va... Qu'est-ce qu'elle est forte, Maryse ! Et qui va jeter sa médaille olympique dans la rivière pour signifier un petit peu sa résistance et pour s'élever contre le pouvoir blanc, et tout simplement parce qu'il n'est pas reconnu en tant que champion. Donc il dit, puisque je ne suis pas le champion des Américains, je n'ai pas envie d'être champion olympique, et donc il la jette dans la rivière. On la lui rendra en 1996 aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Date à laquelle d'ailleurs il va allumer la flamme. La flamme olympique, Exactement. tout à fait. Deuxième image, on l'a évoqué rapidement. C'est l'épisode super important de Tommy Smith et John Carlos, à savoir que l'athlète australien qui est en bas du podium, le numéro 3, a lui aussi d'ailleurs le badge pour soutenir les Afro-Américains, qui finira dans la misère en Australie pour les avoir soutenus. Donc Tommy Smith et John Carlos, qui ne sont pas les seuls d'ailleurs, puisque tous les Afro-Américains se réunissent à la veille des Jeux et décident de faire quelque chose. Au départ, il devait y avoir un boycott des Jeux Olympiques complets. Finalement, les athlètes décident d'y aller, mais de brandir ce point levé pour montrer leur soutien aux droits civiques afro-américains. Et dans cet épisode, ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que le comité olympique envoie Jesse Owens pour leur parler la veille, pour les empêcher de faire ça. Ah ouais. Et il est très mal reçu, d'ailleurs, très mal reçu. D'où l'épisode du nègre blanc et des accusations dont il a été l'objet derrière. Et il y a eu également, sur ces Jeux Olympiques, plusieurs athlètes noirs qui ont refusé d'y aller, dont un certain Lou Alcindor, qu'on connaît mieux sous le nom de Tariq Abdul-Jabbar.
troisième image. photo. Non, mais elle fait c'est une un encyclopédie. sans faute. Une encyclopédie. Alors, c'est Nawal El-Boutawakil qui a été la première africaine championne olympique sur 400 mètres haies et qui est une femme qui est une vraie militante, qui est au comité olympique, qui a des missions au comité international olympique. Elle est marocaine, première femme marocaine, première musulmane, et ça a été un tel événement que le roi Hassan II, à l'époque, a demandé à ce que toutes les filles qui naissent cette année au Maroc s'appellent Nawal. Non, c'est une femme assez exceptionnelle. On peut aussi penser à Siba Boulmerka, qui a été derrière la première Algérienne aussi à remporter un titre olympique, qui a eu beaucoup de problèmes parce qu'elle courait en short, qui a été menacée par les fondamentalistes et qui a dû, elle aussi, se battre pour les droits des femmes. Et Nawal, la plus grande fierté, c'est qu'elle est toujours là, elle est toujours militante dans son pays. Et on l'annonçait à un moment donné, d'ailleurs, candidate aux prochaines élections. Je ne sais pas ce qu'il en est depuis. Intéressant. Je suis super déçu, on n'arrive pas à piéger Maryse Evans GP. Une dernière photo peut-être alors. Allez. Très récente. Alors, ça, je ne sais pas qui sont ces jeunes filles. On s'attaque à la sportive qui est à droite de l'écran. Ah, je ne la connais pas. Alors, ça y est, on arrête à la piéger. Là, c'est à tout part le récent. fait qu'elle est chinoise, Elle est visiblement, chinoise, ouais. ça ne me dit rien du tout. Fu Yanhui. Et Alors, donc, ça c'est l'année me dit rien dernière, du au JO de 2016, elle a brisé un tabou pour les femmes sportives, celui des règles. En fait, elle est nageuse et elle avait fait une performance qui était un peu décevante et elle a dit qu'elle s'était sentie fatiguée parce qu'elle avait ses règles. D'accord, je connaissais C'était pas l'année cette dernière, ça avait anecdote. toute une. Alors, je ne connaissais pas cette anecdote, voilà. mais c'est vrai que c'est un sujet tabou qui fait toujours sourire. On dit on n'a pas besoin de savoir ce genre de choses. Bah oui, mais Et elle en a parlé ça fait publiquement. partie de la vie des femmes. C'est une des aussi. premières. D'accord. Voilà. Et c'est cette athlète chinoise qui fait trébucher à quelques mètres de la Ouais, victoire. Maryse Evans GP, en tout cas, merci d'avoir répondu à ce quiz. Merci C'est quasi beaucoup. un sans faute. Ah oui, hein. non, là, c'était vraiment. On peut le dire, On buvait tes paroles. Hein. Ouais. Des anecdotes Bravo. justement qu'on peut retrouver dans un bouquin dont on vous parle dans un instant. Rocaille a préparé une buzz list, son spécial livre, c'est maintenant dans BT Buzz. Une buzz list spéciale bouquin que nous présentons à notre invitée Maryse Evans GP. Et oui, je viens de vous raconter quelques anecdotes sur l'histoire des Jeux Olympiques que vous pouvez retrouver dans un livre qui a été écrit par le journaliste Mustapha Kessous qui s'appelle Les 100 histoires des Jeux Olympiques. C'est passionnant et un excellent moyen de découvrir les dessous de cette compétition sportive. Ouais, il a écrit aussi un bouquin sur le Tour de France, si je ne me trompe Tout pas, à et vous fait. pouvez le lire dans le quotidien Le Monde assez régulièrement. On passe à une BD. Tu lis des BD toi, Maryse? Oui, pas trop, plus trop maintenant, mais de temps en temps, ça m'arrive. Ben là, on a une BD spéciale justement sur un événement le 10 mai. Oui, Un jour pas comme les autres. absolument. Depuis 2006, c'est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. C'est l'occasion de découvrir une bande dessinée magnifique de Sylvain Savoya qui revient sur une histoire totalement méconnue. En 1761, un navire déportant 160 malgaches réduits à l'esclavage échoue sur un îlot minuscule de l'océan Indien. Après avoir reconstruit le bateau avec l'aide des esclaves, l'équipage blanc s'en va et abandonne les esclaves à leur sort. Sylvain Savoya a décidé de repartir sur les traces de cette histoire. Il dresse un récit parallèle entre son voyage à Tromelin, dans une expédition scientifique, et la reconstitution de l'histoire de ces tristes naufragés. C'est remarquablement dessiné et incroyablement bien raconté. C'est dans une super C'est une collection. histoire que je ne connaissais pas du tout, ça. C'est vraiment effectivement, c'est fascinant. C'est au large de la Réunion, en fait. Mais c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est à quand ce jour chômé en métropole, le 10 mai? Absolument, absolument. Pour l'instant, c'est pas un jour férié, mais on espère que ça le sera, comme c'est le cas dans les Outre-mer, où ils ont des dates locales qui sont des dates fériées. On peut avoir ta signature là-dessus, Maryse? On chôme le jour du 10 mai ou pas? Je pense, ouais, sans Ah, problème. voilà, très bien. On termine avec un dernier bouquin, c'est le dernier Fatou Diome. Voilà, qui s'appelle Marianne porte plainte. Puisqu'on est entre les deux tours de l'élection présidentielle, je voudrais vous proposer un livre fort à propos. L'incontournable écrivaine Fatou Diome, qui nous a jusqu'ici habitués à des romans, met sa brillante plume au service d'un essai bien senti. Elle explore le débat politique récent et la manière dont plusieurs politiciens et politiciennes se sont opportunément emparés de la question de l'identité nationale pour distiller des idées quelque peu nauséabondes. Elle critique aussi, et avec grâce, le détournement du concept de laïcité contre une catégorie de la population. Et elle cite notamment une certaine Marine, marchande de haine, qui se reconnaîtra, Je sais pas qui c'est. dont on Ah, entend si. pas mal parler en ce moment. Elle adore cette émission. Elle Elle regarde adore tout le temps cette sur chaîne, BT, je crois. une spectatrice assidue. Le talent très littéraire de Fatou Diome se frotte avec grâce à la politique et à mon avis, pas mal de dents ont grincé. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Fatou Diome. Tu as déjà vu peut-être ses interventions à la Ouais, télé? c'est une fille. Elle te fait grincer des dents ou pas? Non, elle est brillante.
Elle est brillante. Puis on a besoin d'avoir des voix différentes parce qu'on a un concert qui est toujours un petit peu uniforme, que ce soit dans la culture, dans le sport ou autre. Et c'est important d'avoir d'autres voix. Et c'est vrai que moi, j'ai ma petite bibliothèque personnelle comme ça à la maison avec des auteurs d'origine africaine, avec des auteurs maghrébins, avec des auteurs africains tout court d'ailleurs, qui permettent aussi d'avoir un regard sur nos sociétés occidentales, nos sociétés caucasiennes ou la société mondiale en général, un peu différent. Et moi, l'un de mes auteurs préférés, c'est Felwinsar, qui est sénégalais, qui a une façon de parler du monde tout en étant empreint aussi de religion, parce qu'il est croyant et il a une foi qui est extrêmement forte, mais qui ne l'empêche pas d'avoir un regard acéré et critique sur ce monde que je trouve magnifique. C'est pratiquement un livre de chevet pour moi. Un autre talent d'écriture, c'est celui de notre invité du jour. On rappelle, son bouquin s'appelle Jessie. Jessie, la fabuleuse histoire de Jessie Owens, conteuse hors pair, Maryse Evangépé. Merci pour nous avoir transporté. J'adore conter. Ça doit être, j'imagine quand même que ça me vient un petit peu de ma part africaine, quoi, le côté conteur. L'oralité, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce qu'en plus, on arrive dans une société où les jeunes ont bien du mal à lire si on leur met pas plein d'images. J'ai mis plein d'images quand même. Dans le livre aussi, j'en ai mis 90. Un fond photographique qui est assez incroyable, qui nous vient en partie de la famille de Jessie Owens. Mais je pense que c'est important aussi de pouvoir compter, de pouvoir dire aux gens. Et ce livre, bien sûr, accompagne le film. Le premier, vous vous rendez compte, il a fallu attendre 80 ans pour avoir un premier biopic sur Jessie Owens, La couleur de la victoire, Race, aux États-Unis, qui a fait un carton d'ailleurs aux États-Unis. Et voilà, c'est le pendant. D'ailleurs, les producteurs du film m'avaient demandé d'écrire ce livre et c'est fait, c'est chose faite. Très bon livre en tout cas. Merci Maryse. J'espère pouvoir m'attaquer à la version anglaise bientôt. Bah oui, j'espère aussi. Et puis te lire aussi sur d'autres histoires tout aussi passionnantes. Je sais qu'il y a d'autres projets de bouquins qui arrivent. Merci beaucoup Maryse d'avoir été dans BET Buzz. C'est terminé pour aujourd'hui les amis. On se capte nous évidemment sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et on vous laisse d'ici là avec le meilleur de l'entertainment nord-américain sur BET. Et on se quitte avec ce son génial, le Wizkid et le Drake comme closer. Salut tout le monde. No one replace me. Me love see straight, we no chaser. All of my guys know me all about me paper. Me got me girls all around me, me no chaser. Yeah, star boy call me number one. When me tune drop, the girls they bounce along.